l'éclairage est partout, y compris l'éclairage de Noël qu'ils ont oublié probablement d'enlever. On est au mois de mars, en France, avec la sobriété énergétique, on éteint les lumières de Noël. Eux, c'est Noël tous les jours, y compris à la mi-mars. Donc, l'énergie ne coûte pas cher. On voit beaucoup plus de lumière. Les villes russes, les deux grandes villes russes que j'ai parcourues, hein, sont beaucoup plus éclairées que les nôtres. Ensuite, j'ai regardé les gens. Les gens sont moins moroses que ceux qu'on voit quand on va visiter, quand on va à Paris, hein, quand on transite à Paris, que ce soit dans le métro, dans les rues, dans les aéroports. Hein, on voit des gens beaucoup à la mine, beaucoup plus tristes que celles que les mines que j'ai pu voir en Russie. Donc on ne voit pas de mines tristes, on voit des gens affairés qui s'occupent de leurs affaires et qui continuent, qui vivent tout à fait normalement. On ne m'aurait pas dit que la Russie était un pays en guerre, je ne l'aurais jamais imaginé. À voir, c'est ce que j'ai vu. Bon, la population russe est plutôt moins lourde, j'allais dire, moins lourde au sens propre. C'est-à-dire qu'il y a moins de gens en surpoids que l'on peut voir chez nous, que ce soit les hommes ou les femmes. Donc les femmes russes sont plutôt globalement, alors je ne dis pas toutes, mais statistiquement, il y a des femmes russes qui sont plutôt mignonnes, hein, sveltes, j'allais dire, hein, qui peut-être plus que chez nous. Quoi. Elles sont plus féminines que chez nous. Les hommes, eux, ben, je dirais, sont globalement, là aussi, statistiquement, bien sûr qu'on trouve ça ou là des gens en surpoids, mais par rapport à ce qu'on peut trouver soit aux États-Unis, où là, c'est l'énorme majorité de la population qui est en surpoids, euh, voire obèse aux États-Unis, hein, et chez nous aussi, qui suivons la pente montrée par l'hégémon US, hein, donc les Russes sont moins gros que nous d'une manière générale. Bon, les enfants que j'ai vus dans les rues m'avaient pas l'air stressés, hein, ils suivaient leurs parents comme tous euh, comme tous les enfants du monde. Hein. J'ai pas vu de mine triste. J'ai vu peu de soldats, quelques-uns qui rejoignaient avec leur pactage, qui rejoignaient leur unité, mais très peu. J'ai vu peu de blessés, j'en ai vu deux dans des bureaux de vote hein, où ils étaient de passage, probablement, hein, où ils allaient voter. Hein, donc j'ai vu deux blessés en tout et pour tout pendant tout mon séjour là-bas. Voilà. Les enfants suivent leurs enseignants hein, très, très naturellement et on n'a pas l'air de voir des enfants ni stressés par quoi que ce soit, ni inquiets. Hein, donc, je dis pas de signe patent de pays en guerre. J'ai regardé, par exemple, puisque les bureaux de vote avaient lieu dans des écoles, comme chez nous, ou dans des centres de sportifs, ou dans des centres sociaux, enfin des centres culturels. Hein. J'ai regardé un peu quand ça avait lieu dans les écoles, j'ai regardé les dessins des enfants. Et les dessins des enfants expriment généralement soit l'inquiétude, soit le. Là, pas d'inquiétude, hein, on voyait plutôt des centaines de dessins. J'ai même des photos que j'ai gardées sur mon portable, hein, tellement ça m'a impressionné, des dessins qui expriment l'espoir, le printemps, etc., hein, et que j'ai vus par centaines, hein, des dessins d'enfants, qui ne sont pas des dessins de guerre, d'inquiétude. Donc ça, c'est également révélateur. Hein. J'ai vu également dans les écoles hein, la manière dont on est, non pas la manière dont on éduque les enfants, mais j'ai vu que dans ces écoles qui servaient de lieu de vote et que j'ai parcouru, hein, j'ai vu, j'ai observé les photos, les portraits photographiques, on va dire, de tous les héros de l'école, de l'école. Donc les grands-parents ou les arrière-grands-parents des élèves d'aujourd'hui qui étaient morts dans la grande guerre patriotique russe. Donc un véritable haut plafond, vous voyez donc tous les jours dans le couloir d'accès à l'école, les jeunes écoliers peuvent voir les photos
de leurs ancêtres immédiats, hein, qui sont leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, au pire, hein, qui sont morts au service de la collectivité russe. Donc là, on voit l'exaltation dans les écoles, hein, on voit l'exaltation de du collectif russe. Et on sent que les jeunes ne peuvent pas passer de manière indifférente pendant des années et des années devant leur portrait, le portrait de leurs grands-parents sans avoir quelque chose de transformé en eux. Donc ils ont une sorte de, probablement, hein, ils sont frappés d'une certaine exaltation, hein, de se souvenir, le devoir de mémoire est plus que respecté là-bas. C'est pas seulement à l'occasion de quelques fêtes comme le 14 juillet ou le 11 novembre, hein. C'est beaucoup plus que ça. Bon. Ça, c'est la première physionomie. Alors, autre chose aussi que j'ai constaté, hein, j'ai été bien sûr très libre, hein, de me déplacer. Hein. Je n'avais pas un guide derrière moi qui me disait passez là et pas là. Hein. Donc, j'allais visiter ce que j'avais envie de voir. Et donc, j'ai été voir, j'ai vu aussi des centres commerciaux. Parce que c'est intéressant de voir les centres commerciaux, voir si c'est bien achalandé, mal achalandé, etc. Bon, leurs centres commerciaux sont remarquablement bien achalandés. Et j'ajoute même que, pour renvoyer à nos médias leurs mensonges, hein, c'est que toutes les boutiques de luxe qui ont déclaré avoir quitté la Russie, etc., ont quitté la Russie, hein, à la suite de l'attaque du 22 février 2022. Ces boutiques qui sont parties à grand fracas sont revenus sur la pointe des pieds et vendent aujourd'hui tous les produits de luxe qu'on a chez nous, dans nos aéroports, les quartiers, les Versace, enfin tout ce que vous voulez, hein, Chanel, etc. Tout ça, c'est revenu en Russie et les boutiques regorgent de ces produits. Ce qui me laisse à penser que quand on a des produits de luxe comme ça, il y a une clientèle pour l'acheter et que l'économie russe ne se porte pas si mal que ça. Et ça, dans les centres commerciaux, j'ai vu, par exemple, un truc qui m'a beaucoup amusé, nous, on a retiré Renault avec perte et fracas de la Russie, Bentley est resté là-bas, hein, dans Moscou, au pied de mon hôtel, le Radisson, pour ne pas... Et la concession automobile Bentley est là, et ils continuent à faire des affaires, et ils en font plus qu'avant, puisque les Français sont partis, eux, bêtement, les Anglais récupèrent le marché, hein, récupèrent des parts de marché. Cela dit, le parc automobile, lui, est en train d'évoluer très vite, hein, je l'ai vu aussi. Des voitures européennes qui sont maintenant beaucoup plus chères et surtout beaucoup plus chères à maintenir en condition à cause des pièces détachées, hein, qui est beaucoup plus difficile parce que les pièces détachées effectivement circulent moins bien qu'avant. On les a toujours, mais ça prend du temps et comme les Russes n'ont pas de temps à perdre avec ces choses-là, bah, ils passent aux Chinois. Alors ils nous disent clairement, oui, le chinois c'est moins fiable, mais c'est tellement moins cher qu'on peut renouveler plus vite, quoi, le parc. Hein. Donc une voiture, au lieu de faire, attends, elle en fera peut-être 5, 6 comme un ordinateur aujourd'hui, ou 7, j'en sais rien, hein, mais on les amènera pas jusqu'à la corde comme on pouvait amener une Mercedes où bon, ils l'admettent bien volontiers. Hein. Mais on trouve encore beaucoup de véhicules français. Hein. Les sanctions n'ont pas commencé il y a 20 ans, hein, elles ont commencé sur les véhicules automobiles ou autres. On trouve encore beaucoup d'automobiles qui fonctionnent bien. Alors, ça, c'est pour l'économie. Bon, l'économie, manifestement, ils n'ont pas de soucis, hein, ça se voit. Ils ont une croissance, ça se voit aussi au sourire, je l'ai dit, des populations, enfin, le sourire, en tout cas, beaucoup moins morose que chez nous. Hein. Ils ne sourient pas tout le temps, mais on les voit, ils ont le sourire plus facile, le rire plus facile que les Français en ce moment, ça c'est clair. Donc, à tous ces petits signes, on voit que l'économie marche bien et que les Russes ne sont pas préoccupés le moins du monde par la guerre en cours et que l'effondrement économique prévu par monsieur Le Maire, prédit par monsieur Le Maire, et c'est pas pour demain l'effondrement économique de la Russie, parce que la
Russie a beaucoup d'amis. Hein. Alors, voilà. Bon, après, passons un peu aux élections. Bon, les élections, d'abord, ont été contrôlées. Hein. Elles sont énormément contrôlées, beaucoup plus que chez nous, évidemment, et beaucoup plus qu'aux États-Unis. Alors, elles sont contrôlées d'abord par des contrôleurs nationaux de Russie qui viennent de tous les partis politiques, hein, qui sont là et qui assistent à la fois au vote, aux opérations de vote et aux opérations de dépouillement. Donc, tout ça, ça se fait devant témoins et devant des témoins qui ne sont pas seulement ceux de la commission elle-même, de la commission électorale, qui est, comme chez nous, composée d'un certain nombre d'individus, hein, dépendant de la taille du village, de l'importance du bureau de vote. Hein. Donc, ils sont également contrôlés par les représentants des partis politiques qui présentent des candidats ou par des représentants accrédités de certaines organisations comme la jeunesse, etc. Bon, beaucoup de surveillance vidéo, évidemment, hein, pour la sécurité non seulement du bureau lui-même, mais pour la sécurité du vote. C'est-à-dire que toutes les opérations concernant les urnes, le retrait des bulletins, etc., tout ça, c'est filmé et les vidéos sont conservées et accessibles à l'opposition si elle le souhaite, hein, accessibles à tous. Donc il y a une transparence et des mesures de contrôle qui sont exceptionnelles. Alors, à côté du contrôle national, il y a un contrôle international. Selon les sources, nous aurions été autour de 1 millier de contrôleurs internationaux en provenance de 130 pays. 1 millier de contrôleurs internationaux sur tout le territoire russe. Hein. Donc attention, hein, je n'ai pas dit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, hein, sur la totalité du territoire russe. Bon, évidemment, ces observateurs internationaux, en provenance de 130 États, la plupart des États qui envoient des contrôleurs, ou plutôt pour lesquels des contrôleurs sont invités à venir voir les résultats russes, la plupart de ces États sont des États de la multipolarité, c'est-à-dire du Sud global. Donc on trouve beaucoup d'Africains, beaucoup de Sud-Américains, beaucoup d'Asiatiques, hein, et quelques Européens, hein, les Européens étant souvent contraints par leur politique, ou en tout cas, à défaut d'être contraints, on leur recommande de ne pas y aller, on fait tout pour que les Européens ne puissent pas aller contrôler les élections russes. Donc ce sont des gens, pour les Européens seulement, qui viennent un peu à leurs risques et périls. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la proportionnalité des contrôleurs avec la proportionnalité de la population mondiale est respectée. C'est-à-dire que les Européens représentent en gros 10%, hein, même peut-être un peu moins, de la population mondiale et donc des contrôleurs en Russie. Nous étions à Moscou et à Saint-Pétersbourg, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, je crois que nous étions 24 Européens pour ces deux villes. Hein, donc une douzaine, non, à Saint-Pétersbourg, nous étions 3 ou 4, hein, pas plus, mais parce que il y avait beaucoup de Sud-Américains ou beaucoup d'Africains. Ceci, d'ailleurs, m'a donné l'occasion de discuter beaucoup avec les Africains et les Sud-Américains, hein, sur leur perception, la perception qu'ils avaient de l'Occident collectif, c'est-à-dire de l'Occident otanien. Et manifestement, nous ne sommes plus en odeur de sainteté. Hein, lorsqu'on discute avec ces gens-là, manifestement, ils ne sont pas contre les populations françaises ou contre les populations allemandes ou contre les populations européennes. Ils sont contre les gouvernances actuelles, leur mépris, leur condescendance, etc. Et donc tout ça, le Sud global commence à en avoir ras la casquette, comme on dit vulgairement, hein, et commence à nous rejeter de plus en plus, non pas, je le dis, au niveau des peuples, puisque nous avons pu discuter d'ailleurs très, très amicalement, hein, mais au niveau des responsables politiques de nos pays, hein, qui manifestement font de plus en plus fausse route et donc perdent des clients qu'ils avaient autrefois dans ces régions-là.
Les gens du Sud global ne veulent plus entendre parler. Alors maintenant, passons au résultat de la présidentielle russe, hein, qui sont contestés. On nous met des images à la télévision avec des bureaux vides et on s'étonne que la participation soit aussi importante. Alors là, ça me fait éclater de rire, mais évidemment, ça ne va pas plaire à mes amis journalistes mainstream, hein, mais c'est que à l'issue de la crise Covid, et pendant la crise Covid, il y a eu des élections russes. Et que ces élections, à cette époque-là, qui autrefois se passaient sur une journée, ont été étalées sur plusieurs jours, sur 3 jours exactement, pour permettre aux gens de ne pas se regrouper et donc de ne pas augmenter les risques de contamination de personne à personne dans des queues interminables. Et donc, les Russes se sont aperçus à cette occasion, il y a déjà 2 ans ou 3 ans, lors des élections qui se sont déroulées pendant la crise Covid, des élections régionales, des élections nationales aussi, ils se sont aperçus qu'en étalant les élections, c'était très, très propice à la participation. Et Vladimir Poutine, étant très attaché à la participation, a décidé de maintenir ce système de vote, non pas sur une journée, mais sur 3 jours. Alors maintenant, on va comparer en France. Vous ouvrez les bureaux de vote le matin à 8 heures et vous les fermez à 18 heures, c'est terminé. Hein. La journée est terminée, au moins en province. Exceptionnellement, dans les grandes villes, vous pouvez avoir des bureaux ouverts un peu plus tard, jusqu'à 20 heures. C'est-à-dire qu'une journée de vote en France s'étale sur 10 heures, normalement. Une journée normale, c'est 10 heures, hein, 8 heures à 18 heures, c'est 10 heures de vote. Et donc, c'est peu. Et donc, il y a parfois des queues devant les bureaux de vote. Et on dit, regardez, la participation, il y a des queues. Donc, il y a beaucoup de monde pour voter. En Russie, ce n'est pas du tout le cas. Et pourquoi? Parce qu'eux, ils ouvrent 3 jours à 12 heures par jour. 8 heures du matin à 20 heures. 3 jours. Donc, ils votent. Nous, on vote sur 10 heures. Eux, ils votent sur une durée globale de 36 heures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les queues, puisque tout ça, ça se passe dans la fluidité. Et donc, il n'y a pas à un instant T, il y a 4 fois moins de monde dans un bureau de vote russe, tout simplement parce que la durée du vote est 4 fois plus longue que chez nous. Eux, ils votent pendant 3 fois 12 heures, 36 heures. Nous, on vote pendant 10 heures. Et donc, en 36 heures, on écoule beaucoup plus le monde et il y a une grande fluidité. Hein. Les gens, par exemple, qui veulent partir en week-end, votent le vendredi. Ce qui s'est passé, ils votent le vendredi et après, ils sont tranquilles, ils peuvent partir. Passer le week-end dans leur dacha de campagne. Hein. Donc ça, c'est rendu possible par l'étalement du vote sur 3 jours et donc la participation que j'ai pu vérifier moi-même dans de nombreux bureaux de vote. Alors comment on vérifie? C'est tout simplement, on a l'effectif des votants du bureau de vote et puis au moment où ils mettent les papiers dans l'urne, le compteur de l'urne, il y a un compteur, hein, et tout ça c'est vérifié au fil du temps. L'urne est gardée, bien sûr, et surtout en vidéo, elle est surveillée et gardée. Donc, on a les nombres qui s'affichent au fur et à mesure des votes, et on a pu voir qu'à chaque fois qu'il y a un gars qui mettait un bulletin, le truc montait de 1. Et donc, on peut très facilement vérifier à tout instant du vote combien il y a de gens qui ont voté, et comme on connaît l'effectif global du bureau, on sait quelle est la participation. Donc cette participation, on l'a vu monter tranquillement sur 3 jours. Hein. Le premier jour, il y avait peut-être, dans les 12 premières heures, il n'y avait peut-être que 45%, 45% à peu près. Hein. Donc on a vu, mais il y avait un deuxième jour et un troisième jour. Et donc la participation de 73% s'explique, contrairement à ce que disent nos médias, les gens n'ont pas voté parce qu'ils présentent des bureaux où il n'y a pas de queue. Évidemment, il n'y a pas de queue, puisqu'on vote sur 3 fois et demi le temps qu'on vote en France. Donc, la participation, elle s'explique et elle est probablement celle qui est indiquée, c'est-à-dire de 73 et quelques pourcents, c'est-à-dire un record.
Alors, il y a également quelque chose d'autre qui précise la participation, hein, c'est que comme Poutine veut que les gens votent, il fait installer pour les gens qui souhaitent voyager, ils peuvent voter, alors pas en double, hein, parce que ça aussi c'est contrôlé, mais ils peuvent voter dans les gares au moment de leur voyage. Il y a des bureaux de vote qui sont installés dans les gares, il y a des bureaux de vote qui sont installés partout où il y a des Russes, hein, je ne parle pas seulement à l'étranger, bien sûr, où on essaye de faire voter dans les ambassades et les consulats, mais je parle aussi dans les unités militaires sur le terrain. Les Russes déploient des bureaux de vote, hein, des bureaux de vote à la fois dans les unités ou dans les zones du Donbass ou dans tous les gens pour aider tous ceux qui sont en situation de mouvement, pour les aider à voter. Ils peuvent, pour certains d'entre eux, à condition de s'enregistrer, de montrer patte blanche, etc., pour certains d'entre eux, ils peuvent voter également en ligne, par Internet. Donc, mais pour l'instant, c'est à titre expérimental et sur un tout petit nombre de gens. Poutine, en particulier, a voté j'imagine pour lui, pas par Internet. Alors, quand on a fréquenté ce genre de système par Internet russe, hein, notamment pour l'obtention d'un visa, on s'aperçoit que c'est ultra contrôlé et que ce vote-là me paraît beaucoup plus valide que ce qu'on a pu voir lors des élections présidentielles américaines de 2020. J'ajoute que les Russes n'hésitent pas à se faire contrôler par le Sud global. J'attends, moi, désespérément, de voir l'Amérique se faire contrôler par le Sud global, hein, ou la France faire contrôler ses élections par le Sud global. Alors, il est vrai qu'on méprise tellement ce Sud global qu'on n'est pas prêt, hein, et nos systèmes sont tellement purs, hein, l'âme de nos dirigeants est tellement pure que la fraude n'existe pas chez nous par définition. Elle existe toujours chez les autres, et on peut constater d'ailleurs sur les résultats que l'Occident collectif conteste toujours les résultats qui ne sont pas ceux qu'ils espéraient avoir. Alors c'est vrai, ils ont contesté les élections iraniennes, les élections syriennes, les élections vénézuéliennes, les élections. Tous ceux qui ne votent pas comme on souhaiterait qu'ils votent sont contestés par les politiques et les médias occidentaux qui poussent toujours des cris en disant les résultats sont truqués, ils trichent, mais nous, bien sûr, on ne triche jamais, on est au-dessus de tout soupçon. Hein. On est tellement pur en Occident, on l'a vu d'ailleurs au moment des élections américaines, hein, que ces élections et le résultat ne faisaient pas débat. Évidemment, tout le monde a applaudi parce que le résultat, l'arrivée au pouvoir du mondialiste Biden correspondait tout à fait à ce que voulaient les médias mainstream tenus par les mêmes mondialistes. Hein. Et voilà, donc là, ça va, ce scrutin est juste. Alors après, le score de Poutine. Bon, le score de Poutine, moi, je constate une chose. En 2018, à la veille des élections, c'était en mars 2018, il y a exactement 5 ans et quelques jours maintenant, en 2018, Poutine était donné dans les sondages à 64%. Avant l'élection présidentielle. L'Occident s'est cru malin en organisant une opération d'ingérence pour essayer de faire baisser le score de Poutine. Cette opération d'ingérence s'appelait l'affaire Skripal. Et donc on a essayé bien sûr d'accuser Poutine, regardez, c'est un type qui tue ses opposants, c'est un type impitoyable, donc sous-entendu, amis russes, ne votez pas pour lui. Voilà, ça c'était le message. Ce message a été contre-productif en 2018 en Russie, puisque le score de Poutine est passé de 64% dans les sondages à 76,7% dans la réalité. Donc il s'est pris 12 points de plus, parce que le peuple russe a parfaitement compris la manœuvre occidentale d'ingérence, hein, et a dit, bon, ben, puisqu'il cherche
et qui nous prennent pour des cons, on va aussi leur montrer qu'on n'est pas si con que ça et on va voter Poutine. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Hein, le score de Poutine en 2018 à l'élection présidentielle russe était de 74,6, de 12 points et plus, de 12 points au-dessus des sondages préélectoraux. Que s'est-il passé en 2024? En 2024, il y a eu le même scénario d'ingérence. Le scénario d'ingérence a été d'abord, bien sûr, l'affaire Navalny, où on a essayé de faire croire au monde occidental et au monde entier que en gros, Poutine avait étranglé de ses propres mains son adversaire politique Navalny, qui allait remporter l'élection, très certainement. Hein, voilà. Et tout ça, pour dire aux Russes, ne votez pas pour lui. À chaque fois, vous voyez bien qu'il assassine, à quelques jours de l'élection d'ailleurs, il assassine toujours un opposant. Il n'y a pas eu que Navalny et Skripal, il y a eu Nemtsov, il y a eu Politkovskaya et compagnie. Tout ça, ça se déroule toujours à proximité immédiate des élections, où ce sont des opérations d'ingérence visant à faire baisser le score de Poutine. Donc là, il y a eu opération d'ingérence avec l'affaire Navalny, mais pas que. À la veille du scrutin, il y a eu une autre affaire d'ingérence qu'on appelle le discours d'Emmanuel Macron, le fameux troupe au sol. En disant presque aux amis russes, M. Macron l'a d'ailleurs répété plusieurs fois au cours de son discours, chers amis russes, on ne vous en veut pas à vous, mais vous avez un régime atroce qui est celui de M. Vladimir Poutine. Surtout, ne votez pas pour lui, parce qu'il vous mène à la guerre. Et d'ailleurs, la France va amener ses troupes au sol. Donc ça aussi, c'est à un jour de l'élection, il y a une correspondance des calendriers qui font qu'on ne peut pas penser que ce discours est innocent. C'est un message à la population russe, ne votez pas pour le tyran qui vous dirige, mais votez pour un candidat, alors Navalny n'étant plus là, pour un autre candidat avec lequel on pourra s'entendre. Nous, occidentaux, on pourra s'entendre. Donc l'opération Macron-Navalny n'a pas marché, comme n'avait pas marché 6 ans avant l'affaire Skripal. L'affaire Skripal n'avait pas marché, elle avait boosté Vladimir Poutine, et là ça a été pareil. Donc Poutine est passé de 76,7% en 2018, pardon, en mars 2018, maintenant il s'est pris encore 11 points de plus. Les Occidentaux devraient commencer à comprendre que toutes leurs interventions visant à salir Poutine ont un effet contre-productif. Et ça, on a pu le constater, nous, en voyant les gens voter, en les interrogeant. On voyait très bien la victoire. Alors, je ne pensais pas que ça serait à ce point-là, mais on voyait bien un enthousiasme pro-Poutine dans la population en général. Les gens souriaient quand on leur disait pour qui allez-vous voter. Ils ne le disaient pas, mais ça se voyait sur leur face en disant on vote Vladimir. Et alors pourquoi ont-ils voté Vladimir? Tout simplement, pas seulement à cause de des opérations d'ingérence, mais pour des raisons très simples. Vladimir, c'est l'homme qui a rétabli le pays qui était au fond du trou en l'an 2000. Au moment où il a pris le pouvoir, il l'a pris tout au fond, le pays. Et aujourd'hui, on voit un pays qui compte sur la scène internationale, il a rendu aux Russes leur fierté, il a rendu aux Russes leur pouvoir d'achat, il a rendu aux Russes... Et donc les Russes lui en sont reconnaissants. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, il y a aussi le fait que la Russie est en guerre, et qu'en guerre, la population, naturellement, se regroupe autour de son chef quand elle estime que la cause est juste, quand elle estime que ce chef est capable de l'emporter. On ne change pas de cheval au milieu du gué. Alors ça, c'est intéressant quand même pour nos spectateurs. Il faut qu'ils comprennent que le vote Poutine, ce n'est pas un vote trafiqué, c'est un vote réellement qui part du raisonnement des gens. Et puis, j'ai vu pas mal, on a discuté après entre
contrôleurs, et notamment avec ceux du Sud global. Et le Sud global disait, oui, c'est bien que ce soit Poutine, parce que c'est également le président des BRICS en ce moment, et que ça ne serait pas bon pour les BRICS de changer de président au milieu du gué, pareil. L'année 2024 est une année de présidence russe. C'est le président Vladimir Poutine qui est président des BRICS. Donc ce qui est bon pour la Russie, c'est aussi bon pour les BRICS et pour la multipolarité. Garder Poutine, c'est bon pour les BRICS et pour la multipolarité. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que les électeurs russes qui pensent ce qu'ils pensent. Il y a également tous les électeurs du Sud global. Eux, ils ont compris et ils sont prêts à... Ils plébiscitaient globalement Poutine. Alors on dira, mais on ne fait pas de bons observateurs quand on est à la fois juge et parti. C'est vrai peut-être, hein, mais bon, dans l'ensemble, moi ce que j'ai regardé des autres et de ce qu'ils ont dit au cours des... On était souvent sollicités pour dire les choses, hein, ce qu'on avait vu, c'était cohérent. C'est pas parce qu'on est effectivement plutôt favorable à Vladimir Poutine qu'on va systématiquement raconter des histoires. Hein. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Après, certains d'entre vos auditeurs peut-être ne me croiront pas, ou diront, il exagère, il est pro-Poutine, c'est un agent de Poutine. Je m'en fiche un peu. Pour moi, je sais ce que j'ai vu, hein, et je le garde, je partage avec ceux qui estiment devoir recevoir mon information comme étant une part de vérité. Hein. Après, s'ils ne veulent pas me croire, s'ils ne veulent pas croire que l'élection russe a été organisée sur 3 jours et que les Russes ont voté 36 heures quand nous on vote 8 heures, etc. Tous ces arguments très précis que je vous ai donnés, bon, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Hein. S'il préfère croire BFM TV ou LCI qui vous présentent des bureaux vides et qui disent donc les urnes ont été bourrées, non, c'est pas... Enfin bon, c'est leur choix. Hein. Ceux qui veulent croire ça, qui le croient. Rassurez-vous, rassurez-vous, les auditeurs de la chaîne ne sont pas du tout dans la ligne de BFM TV et des LCI en général. C'est un comité restreint et il y a peu de chances que les auditeurs ne prennent pas positivement ce que vous dites. Les gens sont plutôt avertis sur la chaîne, vous inquiétez pas. Voilà. Et Bon, voilà ce que j'ai à dire, moi, sur les élections et sur l'économie. Bon, en résumé, l'économie russe va bien et elle ira de mieux en mieux. Ça se voit, ça se sent. Hein. La population russe est sereine, et la population russe est derrière son chef actuel, hein, qui est Vladimir Poutine. Hein. On peut raconter, nos médias peuvent raconter ce qu'ils veulent ou espérer ce qu'ils veulent. De toute manière, ils vont être obligés à un moment ou à un autre de constater la triste réalité, c'est-à-dire que l'Occident a perdu en Ukraine, hein, on a perdu économiquement, et on va perdre, si par hasard on osait mettre un pied là-bas sur le plan militaire, on perdrait évidemment militairement, parce qu'on n'est pas au niveau. est-ce qu'on peut résumer votre séjour en Russie par le fait que vous ayez observé que l'Occident était beaucoup plus décadent que la Russie en réalité? Ah, c'est clair, hein, c'est clair. Décadent au niveau des valeurs. Hein. Des valeurs qui sont, je le dis, dans toutes nos conversations, qui sont l'objet de nos conversations avec le Sud global. C'est-à-dire que la position de Poutine, c'est pas seulement la position de Poutine ou de la Russie, c'est la position de la majorité planétaire. Donc c'est clair que la majorité planétaire ne veut pas de nos prétendues valeurs progressistes, entre guillemets, avec la promotion des LGBT, du wokisme, de tout ça, ça fait pas recette. Hein. C'est un truc qui est réservé à l'entre-soi de l'Occident otanien et qui pourrait d'ailleurs avoir des problèmes avant qu'il soit longtemps. Hein. Donc moi je constate les choses. Hein. Je regarde ce que l'Occident, ce que le Sud global dit. Et le Sud global, je viens de voir et transmettre à mes amis une réaction du Niger qui vient de foutre à la porte les Américains de leur pays. Hein. Ils viennent carrément de leur dire foutez-nous le camp, vos histoires ne nous intéressent plus. Alors c'est très significatif. C'est très significatif du rejet du Sud global de
tout ce qui est otanien. Ce rejet, il a été créé par l'affaire d'Ukraine aussi bien que par l'affaire de Gaza. C'est un rejet de l'OTAN qui est, j'allais dire, planétaire et qui ne fera que s'amplifier. Et l'autre chose que l'affaire du Niger, la mise à la porte des Américains du Niger m'évoque, c'est le fait que maintenant, le Sud global n'a plus peur de l'OTAN et de l'Occident collectif, l'Occident otanien. L'Occident otanien ne fait plus peur à personne, parce que tout le monde s'est aperçu, au travers de l'Ukraine et au travers de Gaza, que cet Occident était impuissant et qu'il avait des valeurs à géométrie variable, selon qu'il s'adressait un soutien inconditionnel au sionisme génocidaire, aux gens qui organisent le génocide des populations gazaouis, et puis une russophobie excessive. Le Sud global se rend compte de tout ça et bascule chaque jour un peu plus dans le camp de la multipolarité, c'est-à-dire dans le camp de la Russie, de la Chine, de l'Inde, etc. Ok. Ouais, ouais, c'est bon que c'est la constatation de la décadence d'un côté, des caprices irraisonnés jusque-boutistes d'une partie et d'une autre qui refuse de descendre à ce niveau-là. Moi, je comprends que les Africains, les pays arabes, les Chinois soient pas du tout séduits par cet aspect de la décadence qu'on montre comme un progrès, alors que c'est bien de la décadence. Il faut arrêter. Alors, j'ajoute que le Sud global, à la limite, je ne dis pas se réjouit de notre décadence, parce qu'il y a des gens qui nous aimaient bien, et comme il y en a toujours en Russie ou dans le Sud global qui nous aiment bien, mais il se réjouit de l'affaiblissement qui est constaté partout sur la planète, de l'affaiblissement de l'Occident otanien sur le plan économique, c'est-à-dire la tyrannie qu'exerçait l'Occident otanien. Maintenant, le Sud global se réjouit presque de notre déclin. Et qu'est-ce que la France a... C'est-à-dire parce que ça leur permet de s'émanciper. C'est à cause de ce c'est une bonne chose pour eux. Déclin flagrant. C'est une bonne chose pour eux. C'est une bonne chose pour eux. Avec les Russes, même si tout n'est pas parfait, c'est quand même mieux pour eux d'aller du côté de gens qui sont moins obscènes, quoi. Oui, on le voit. Et on voit d'ailleurs en Russie... J'ai aussi regardé la réaction des gens, des uns et des autres, puisqu'il y avait beaucoup de gens que d'Amérique du Sud et dans mon groupe, et du Sud global africain. Je constate que la population russe n'est pas méprisante à leur égard. Ouais. Elle est plus accueillante qu'on peut l'être en Europe, et elle accepte cette cohabitation et que ces gens-là du Sud global se rendent compte qu'ils sont beaucoup moins méprisés par le camp de la multipolarité, c'est-à-dire, et en particulier par la population russe, qu'ils le sont par les Occidentaux, quoi. Les Occidentaux, nous, en ce moment, on est en politique étrangère, les Russes ont beaucoup plus le respect de la parole. Déjà, ça change tout. Ça change tout. Ça aussi. C'est un constat qui est fait par le Sud global. Il l'a vu, il le voit aussi bien à Gaza qu'en Ukraine, et aussi bien aussi qu'en Syrie ou ailleurs, en Arménie, Azerbaïdjan. Et il voit bien que la Russie s'est un peu retirée parce que l'Arménie a choisi le mauvais camp, le camp occidental. Et donc, bon, la Russie la laisse tomber. Après, si l'Arménie se fait étriller par l'Azerbaïdjan, ça ne sera pas la faute de la Russie, ça sera la faute de sa gouvernance qui choisit un camp qui ne la protégera pas. Et la Russie aurait protégé l'Arménie. Pour conclure, Monsieur Delevarde, est-ce que vous pensez que l'Occident, qui a des hommes de qualité, je veux dire en France il y a des gens de qualité, pourquoi les Français ou les populations occidentales ne sont pas capables de mettre
sur le devant de la scène à la gestion collective des gens qui ont un rapport sain au monde et qui auraient une influence positive sur les économies européennes. Pourquoi on n'arrive pas à avoir des hommes de valeur ou Tout des femmes de simplement, valeur? la réponse est simple, hein, c'est que nos médias qui font la pluie et le beau temps en matière de politique et puis qui promeuvent les politiques qu'ils veulent, les hommes politiques qu'ils veulent et qui détruisent ceux qui ne correspondent pas à leurs attentes, ces médias sont contrôlés par un gang de milliardaires hein, qui est néoconservateur, mondialiste et sioniste aussi, hein, disons-le. Et donc, et jamais quand il y aura un homme, s'il y avait un homme providentiel, les médias se lèveraient pour le combattre et pour le détruire, avant même qu'il puisse émerger. Mais ils ne Les peuvent pas le médias, faire c'est s'il n'y a ça. pas une complicité des populations. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les populations refusent de se soumettre comme des zombies à cette espèce de décadence consumériste, Eh on va bien, dire? il faut les informer, mais les informer, on a, nous, pour les informer, des canaux alternatifs qui sont sans arrêt remis en cause, montrés du doigt par les décodeurs mainstream, évidemment, hein, qui appartiennent en même temps aux médias mainstream qui, selon eux, sont les seuls au monde à détenir la vérité. Hein. Donc, les sites comme Conspiracy Watch et compagnie, c'est des vastes plaisanteries. Ce sont des sites qui ne regardent pas les théories du complot, qui sont des sites militants et qui militent dans le même sens que ceux qui les sponsorisent. Donc vous cherchez, quand vous avez un site comme Conspiracy Watch, la première chose à faire, c'est de chercher qui lui verse l'argent qui lui permet de vivre. C'est tout. Et que dès que vous avez vu ça, vous savez que ces gens-là sont les mêmes que ceux qui contrôlent nos médias mainstream. Donc si vous avez à la fois les médias et que vous avez ceux qui décodent tout ce qui est fake news, etc., que c'est eux ce sont les mêmes médias qui contrôlent ça. Donc bon, c'est même pas la Ouais. peine Quand c'est les gens mais qui... je pense qu'il y a possibilité, à force de ténacité, il ne faut pas lâcher, hein. Il faut continuer à se battre, à faire des vidéos, à essayer d'informer les gens, et par capillarité, tout ça Mais, finira par atteindre les gens, par les réinformer, et à ce moment-là, peut-être, il y en a certains qui vont se mettre à réfléchir et à voter différemment. Je pense que c'est ah, la seule voie à suivre. vous pensez encore que le vote a une légitimité? Un coup d'État militaire serait pas légitime dans une telle situation pour formuler un gouvernement provisoire au nom de l'intérêt supérieur de la France quand on a autant de gens qui trahissent les intérêts de la France de manière aussi visible, quoi. Ben, ça, c'est possible. C'est possible dans les pays du Sud global. Et ça arrive tous les jours. Hein. On l'a vu au Niger, au Burkina Faso, au Mali ou ailleurs. Hein, des gens qui se lèvent et qui disent ça suffit, quoi. Ça suffit, on va reprendre notre destin en main et dehors tous ceux qui polluent notre vie et qui polluent, qui viennent piller nos ressources et qui viennent. Bon, tout ça, ça arrive à se faire dans les pays du Sud global. Mais chez nous, on a une institution militaire qui est légaliste, hein, surtout depuis la tentative de putsch d'Algérie, hein, qui remonte à déjà presque plus d'un demi-siècle. Donc, on a une armée légaliste. Les gens qui sont au sommet de cette armée sont des gens qui sont soigneusement sélectionnés par le pouvoir pour avoir des vues conformes à celles du pouvoir, hein, compatibles. Donc, c'est beaucoup plus difficile chez nous. Même si il faut constater aujourd'hui que l'armée est probablement très divisée dans sa pensée. Beaucoup de militaires savent très bien quel est l'état réel de l'armée française. Ouais, Dans les états tels qu'ils... vous allez Ouais. pas me dire qu'un vrai professionnel peut, je veux dire, un vrai professionnel militaire ne peut pas valider les positionnements de Macron en l'état. C'est, sinon, Mais normalement, non. Mais vous avez des militaires qui sont à la fois des professionnels militaires, mais qui sont aussi des professionnels de la politique. Ce ouais. sont des politiques plus que des militaires. Et donc ces gens-là, qui sont évidemment hissés au sommet de la hiérarchie, essayent d'imposer leur vue. Quoi. Mais Et vous avez bon, ça des, ne marchera peut-être pas jusqu'au bout. Quoi. Mais
vous avez il ne faut aussi pas des... trop espérer de ce côté-là, parce que l'armée est légaliste. Et vous avez également une propension de militaires qui savent très bien la réalité de terrain, mais qui pensent que de toute façon, sur le carriérisme, on peut prendre de l'argent je veux dire, à tirer parti de l'entretien de la terreur médiatique, on va dire. Ça arrive ça aussi, parce qu'on fait de l'argent à aller du côté du pouvoir, à entretenir une peur de la Russie. Ça rapporte de l'argent, ça, pour certains militaires? Non, je pense pas que les militaires, ils ont leur solde, hein. Ils ont pas des, c'est pas, on ne parle pas de centaines de millions d'euros ou de, Mais, oui, mais une promesse voilà. d'embauche dans le privé Donc, après? je pense pas que les militaires, d'une manière générale, soient corrompus, hein, mais il y en a qui sont plus idéologiquement atlantistes, et ceux-là, bon, bah, vous les changerez pas, hein, et Mais ils ont le parce, droit d'avoir. et on peut pas Dans leur... un pays où on peut librement exprimer son opinion, ils peuvent exprimer leur opinion. Seule la vérité de terrain va donner raison à tel ou tel, hein. Moi, je n'ai pas leur vue atlantiste, hein. J'ai une vue opposée à l'atlantisme, mais on verra bien demain ce qui va se passer avec les suites du conflit en Russie, hein. C'est qui, je le répète, n'est pas un conflit seulement militaire en Ukraine, mais qui est un combat planétaire qui est devenu un combat planétaire entre la multipolarité d'un côté et l'hégémonie unipolaire US. Parce que quand on part de l'armée, si on vous propose des postes dans le privé, c'est pas pour vous une façon aussi de corruption? Enfin, c'est pas une méthode de corruption, ça aussi? Non, je pense que quelqu'un qui est idéologiquement atlantiste se laissera facilement convaincre par des entreprises atlantistes de travailler pour eux. Bon, Ouais. c'est comme ça, hein. Mais c'est ce qui se passe, et c'est ce qui se passe Parce que dans toutes les relations. Genre. vous savez pourquoi je dis ça? J'ai fait une interview avec Thierry Messon et il me disait que le général Petraeus aux États-Unis, après sa carrière militaire, avait été débauché carrément par le type de KKR, qui est bon, qui est juif pro-israélien, et qu'il avait organisé à titre privé, hein, donc du coup, puisqu'il travaillait plus en tant que militaire pour l'État américain, enfin peut-être que c'était lié avec l'État profond d'ailleurs, mais ils ont organisé le plus grand trafic d'armes de l'époque contemporaine au travers du conflit de la Syrie. Donc il y a quand même un problème de connivence entre le privé et puis la fonction publique, au final. Oui, il y a, notamment aux États-Unis, oui, il y a eu plusieurs cas, hein, pas seulement celui-là, hein. Mais des fois, c'est la CIA qui est derrière, sans accord du département de la Défense. Des fois, c'est très compliqué, hein. Aux États-Unis, des fois d'ailleurs, la CIA agit contre l'administration officielle en place, hein, alors qu'il ne devrait pas. Mais ça arrive, hein, que la CIA, c'est un État dans l'État, hein. Elle fait un peu ce qu'elle veut, hélas, et souvent Trump en ça a se fait les frais, traduit hein. Bon, on peut ça se parler. traduit par des catastrophes. On l'a vu avec Kennedy, mais Trump en a fait les frais plus récemment, hein, de ce conflit à l'état Ouais, ouais, profond. Ouais. Bon, bah, ouais, ouais. Monsieur Delevard, je vous remercie. Vous m'avez accordé beaucoup de temps. Je vais faire de la post-prod. Je vais essayer de faire que ce soit allez, esthétiquement convenable, mais le principal est là, c'est-à-dire qu'on vous a entendu vous exprimer sur des sujets importants. Et je pense que les auditeurs seront contents d'avoir eu votre point de vue et sur qu'est-ce qui se passe en temps de conflit ou ce que vous avez vu en Russie. Tout ça, c'est très intéressant. Ce sera très bien pour les auditeurs. Ouais, ouais, ben, mon souhait, c'est d'essayer d'informer les gens, de leur expliquer les choses, hein. C'est sûr que s'ils écoutent BFM TV sur les élections en Russie, les élections sont trafiquées. Poutine n'a jamais fait, il n'y a jamais eu 74, les bureaux étant vides, il y a jamais eu 74% de participation. Et puis, bien sûr, Poutine n'a jamais obtenu 87%, 87, je sais pas combien pour cent. Donc ça, tout ça, Et, et c'est le point de vue de BFM TV. Mais quand on regarde les élections américaines et les élections françaises, ça donne envie de rigoler quand même, leur leçon de oui, morale. bien sûr, ça donne pas seulement envie, ça fait rire. Ah, Moi, punaise. j'éclate de rire, hein, quand je vois BFM, mais ils s'en foutent. BFM, me fait rire ou pas, ils s'en foutent, hein. Ce qui les intéresse, c'est de toucher les plus cons des citoyens français, hein, et de leur mettre dans le crâne que Poutine est un tyran qui tue de ses propres mains ses opposants, que c'est un horrible ogre qui nous en veut, que demain il sera à Paris, qu'il va nous imposer une dictature terrestre.
terrible, etc., etc. Tout ça, on est dans l'inversion accusatoire. C'est dingue, hein. C'est tout simplement hilarant. Mais c'est dingue, quoi. Il y a des gens qui le croient. C'est dingue. Comment vous voulez qu'un Pékin qui regarde que BFM TV comprenne quoi que ce soit? Enfin, je veux dire, c'est impossible. Ouais, exactement, exactement. Mais il y en a beaucoup de Pékin. Dans les EHPAD, les gens qui votent, ils votent dans les EHPAD. Les gens votent dans les EHPAD. Ils sont pas rancuniers, hein, parce que pour le Covid, ils n'ont pas été très sympathiques. Pour la guerre, ils s'en foutent de toute manière. Ils sont à 2 pas de mourir eux-mêmes. Hein, donc, puisqu'ils sont déjà âgés, très âgés, comme moi. Hein. Mais ils sont pas rancuniers. Ils sont pas rancuniers parce qu'avec le Covid, ils ont été ciblés quand même. Hein. Et c'était pour ceux qui votaient. Hein. Ils le savent pas. L'essentiel, c'est de leur raconter une belle histoire. Bon, ils adorent. Comme ils n'ont rien d'autre à faire de leur journée, ils vont blablater là-dessus sur le méchant Poutine pendant des heures et des heures. Ouais. À la plus grande joie de BFM TV qui aura rempli son objectif. L'objectif aujourd'hui de BFM TV, de LCI et autres, c'est de faire en sorte que l'élection européenne du 9 juin prochain ne se traduise pas par une catastrophe française et une catastrophe européenne. C'est ça. Donc, ils essayent de sauver les meubles, quoi, et de garder quelques points, quelques personnes convaincues des conneries qu'ils racontent, quoi. Donc, ils se foutent pas mal des commentaires ils n'hésitent pas à les publier, d'ailleurs. Mais on n'est plus dans la raison, là. On n'est plus dans la raison. On a affaire à une caste de... Je vais vous dire, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils seraient prêts à aller à une guerre mondiale pour sacrifier les populations sur l'autel de leur Great Reset et de leur projet de réinitialisation. Je pense que ça les dérangerait pas de sacrifier les militaires européens comme ils ont sacrifié les militaires ukrainiens. Hein. Moi, je vois Macron comme ça. À mon avis, ça... En Union européenne, il y a eu tellement jusqu'à présent, en tout cas, hein, de contre-information, hein, dont vous faites partie, mais pas tout seul. Hein. Et cette contre-information touche aujourd'hui des millions et des millions de Français. Et donc, ce qui a été possible pour l'Ukraine ou autre, avec des populations beaucoup plus rustiques, on va dire, et moins éduquées, ça ne sera pas possible avec une population européenne. Ouais. Donc, vous êtes positif là-dessus. Vous êtes positif parce que moi, quand je regarde les gens en 1939, je trouve qu'ils étaient un peu mieux armés que les gens d'aujourd'hui, malheureusement, avec la grosse propagande qui est beaucoup plus développée sur les médias mainstream. D'accord, il y a les médias alternatifs, mais c'est pas la majorité des gens. Moi, je pense que si les gens se sont plantés en 39-45, aujourd'hui, ils sont pas mieux armés et qu'ils peuvent tomber dans le même piège. Ah oui, ils sont non seulement pas mieux armés, mais ils sont beaucoup moins bien armés qu'en l'armée française. Ah ouais. En 1939, c'était déjà, les maréchaux l'avaient dit dans l'entre-deux-guerres, c'était déjà pas brillant. Mais en 2024, on est au fond du trou, quoi, je veux dire. On peut envoyer 20 000 hommes maximum, non? On peut dire, il faut pas dire ça. Moi, on m'a dit... Il faut regarder les faits. Moi, on m'a fait la réflexion, on m'a dit, oui, il y aura personne pour défendre la France. Ben, je lui dis, de toute façon, tu vas défendre qui si tu t'engages militairement dans ce conflit? Tu vas être du côté de BlackRock, c'est pas français tout ça. Tu vas être du côté des familles Rothschild, de tous les gros financiers qui s'en foutent complètement des valeurs et des populations. Donc, moi, je dis... pour moi, hein, aller dans l'armée du côté de l'Occident en ce moment, il faut vraiment avoir conscience de ce que ça induit, quoi. Et c'est pour ça que je fais aussi de l'information pour que les gens ne fassent pas l'erreur. Justement, les difficultés de recrutement dans tout l'Occident, pas seulement en France, aux USA, c'est pareil, montrent bien qu'une partie de la population a un cerveau et s'en sert. C'est-à-dire, elle comprend que les causes qu'on propose aux armées aujourd'hui sont tout simplement des causes qui ne sont pas valables, qui ne sont pas... Donc, bon, après chacun... Écoutez... Là encore, moi, contrairement aux autres qui ne veulent pas entendre d'opinion dissidente, moi, je veux bien qu'ils vendent leur soupe, et puis on verra bien ce qui va se passer, hein, qu'ils essayent de vendre leur soupe, et je ne les critique pas outre mesure, je dis juste que l'avenir donnera raison à certains et tort à d'autres. Hein. On verra bien à qui l'avenir donnera raison. Écoutez, sur ce, moi j'espère que vous avez raison et que les gens ne seront pas assez idiots pour tomber dans un conflit mondial. S'ils sont assez idiots, après, on ne pourra pas les plaindre. Hein, je veux dire...
Exactement, Voilà. exactement. Il ne faudra pas les plaindre.